Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Annoncé de façon tonitruante comme The Solution pour contrer la Chine, l'IPEF est davantage une déception ou une franche rigolade quand on regarde ses détails. Et quand on le compare au colosse de libre-échange mis en place par la Chine avec les pays de l'ASEAN et ses voisins. L'IPEF, pour Indo-Pacific Economic Framework, est une initiative américaine en intégrant 12 pays pour renforcer le développement économique dans des secteurs tels que l'économie numérique, les chaînes de logistique, l'économie verte, la transparence des entreprises et la lutte contre la corruption. Et les aspects à développer de ces secteurs sont l'inclusivité, toujours mettez les guillemets, l'économie durable, la compétitivité et l'équité. C'est-à-dire des termes qui ne veulent rien dire et qui ont été inventés par des marketeurs médiocres pour faire croire qu'ils sont intelligents. Si l'IPEF est The Solution pour contrer la Chine, alors on peut dire que le dragon peut dormir tranquille sur ses deux oreilles. Il y a 12 pays, en plus des USA, qui ont rejoint l'IPEF, on peut citer l'Inde, l'Australie, Brunei, l'Indonésie, le Japon, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, Singapour, la Corée du Sud, la Thaïlande et enfin le Vietnam. C'est sûr que certains de ces noms peuvent faire saliver car ils représentent parmi les économies les plus dynamiques au monde. Ainsi, l'Indonésie subit la plus grande mutation économique de son histoire pour devenir un géant qui pourrait surpasser la Chine. Les Philippines viennent d'élire un nouveau président qui va booster les investissements dans les infrastructures. Mais le principal problème de l'IPEF, c'est qu'il manque cruellement de détails sur les aspects concrets que peuvent bénéficier les pays signataires. On est aujourd'hui dans le nouveau monde et ce dernier est multipolaire. Cela signifie que c'est débile de dire que tel ou tel pays, indépendamment de sa taille, est aligné avec un tel ou avec l'autre en face. La multipolarité implique de facto que chaque pays a son propre plan de développement et qu'il a maintenant le luxe de dire non face à un Occident qui perd les pédales et qui subit un déclin accéléré dans tous les domaines. Et l'Amérique l'a répété à plusieurs reprises, l'IPEF n'est pas un accord de libre-échange, ce qui signifie qu'il n'y a aucune obligation légale pour les différents pays et chacun devra discuter avec l'autre dans chaque secteur. Cela va donc créer des négociations interminables de marchands de tapis. Il y a quelques années, l'Amérique avait un accord de libre-échange connu comme le TPP, Trans-Pacific Partnership, que les Yankees avaient mis des années à négocier, mais un certain blondinet un peu fantasque à la Maison Blanche l'avait décapité de manière définitive. Je ne suis pas personnellement un fan du néolibéralisme, mais un accord de libre-échange est quelque chose d'extrêmement régulé, avec des mécanismes d'arbitrage, et surtout, l'IPEF est encore une énième tentative pathétique d'imposer l'America First, un concept si cher aux même certains blondinets à la Maison Blanche. Car sur l'annonce officielle de l'IPEF, on peut lire que, donc ça c'est les Américains qui écrivent, avec 60% de la population mondiale, l'Indo-Pacifique devrait être le plus grand contributeur à la croissance mondiale au cours des 30 prochaines années. Et le commerce avec l'Indo-Pacifique
soutiendra plus de 3 millions d'emplois américains tout en étant la source de près de 900 milliards d'investissements directs étrangers aux États-Unis. Ah, comme dirait l'autre. Et les populations des 12 autres pays de l'IPEF, on en fait quoi? Les Vietnamiens, les Thaïlandais, les Indonésiens, ils doivent dire quoi? Oui monsieur, bien monsieur. Grosso modo, l'IPEF veut imposer les produits américains aux pays asiatiques, car ils ont du fric. Mais l'inverse n'est pas possible. Car jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis n'ont pas encore levé leur taxe douanière sur la Chine, même si cette dernière n'est évidemment pas dans l'IPEF. Mais cela peut faire hausser les sourcils aux pays de l'ASEAN, car ils voient que les USA les prennent vraiment pour des cons. C'est en mode faites ce que je dis et non ce que je fais. Pour se développer vers l'Asie, les USA doivent avoir un secteur industriel florissant, ce qui n'est pas le cas. Ils doivent avoir une main-d'œuvre qualifiée et diversifiée, ce qui n'est pas encore le cas. Ils doivent avoir des conditions de travail décentes, ce qui n'est pas toujours le cas. En fait, les États-Unis ne peuvent pas proposer le centième de ce que propose la Chine à ses partenaires. Et fondamentalement, l'IPEF est une manière pour les Américains de dire aux Asiates, bon, écoutez les mecs, on n'a rien à vous proposer face au Shintok, mais on espère revenir dans la course dans une 50aine d'années, mais en attendant, ne faites plus avec la Chine. C'est pas très sérieux. Le pays le plus important dans l'IPEF est l'Inde, qui a énormément traîné les pieds pour signer. Mais ils l'ont finalement fait comme un adulte qui serait constamment harcelé par un petit morveux qui lui réclame un bonbon. Comme il n'y a pas de contraintes sur l'IPEF, l'Inde peut signer et vaquer à ses occupations, dont la principale est de renforcer sa souveraineté dans les secteurs stratégiques. Par exemple, depuis très longtemps, les USA veulent mettre la main sur les données des citoyens indiens, notamment pour renforcer l'hégémonie des entreprises comme Amazon et leur imposer des technologies comme leur 5G et l'intelligence artificielle. Alors que, de son côté, l'Inde fait exactement l'inverse. C'est-à-dire, elle développe justement un programme qui s'appelle Semicon, pour atteindre la souveraineté numérique, que ce soit dans les semi-conducteurs et la couche logicielle. Ce serait très étonnant que l'Inde accepte des soumissions aux Américains dans le cadre de l'IPEF, car on a déjà vu que l'éléphant, par sa neutralité dans la crise ukrainienne, veut faire entendre son propre barrissement au reste du monde. Quand on regarde l'IPEF, alors c'est une coquille vide et fragile dans le grand Pacifique, alors qu'en face, on a des mastodontes comme le RCEP. Ce dernier est un accord de libre-échange entre la Chine, les pays de l'ASEAN, mais aussi le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou Singapour. Ce sont les mêmes pays que dans l'IPEF. Mais le RCEP inclut 15 pays, avec le Cambodge et le Laos, que les Américains ont refusé dans l'IPEF parce que, soi-disant, ils étaient trop pro-chinois. On avait également Taïwan qui s'était mis à 4 pattes pour entrer dans l'IPEF, c'est-à-dire qu'ils font du lobbying ils avaient fait du lobbying assez monstrueux depuis l'année dernière, mais les États-Unis ont refusé. Ils ont refusé l'inclusion de Taïwan. C'est sûr que c'est facile de faire de la sinophobie bête et méchante dans les médias ou sur les réseaux sociaux, mais c'est autre chose dans la réalité. Car si Taïwan était intégré dans l'IPEF, alors cela aurait impliqué que c'est un pays souverain
et il est certain que cela aurait été du pain béni pour la Chine, car elle aurait eu sa justification pour envahir Taïwan. C'est le gros problème quand on base toute sa géopolitique sur le bluff. À un moment donné, personne ne vous prend au sérieux. Concernant le RCEP, il est lui-même la conséquence d'un accord de libre-échange entre la Chine et les pays de l'ASEAN en 2009, et cela a donné des résultats époustouflants. Par exemple, le Vietnam avait 4 milliards d'exportations vers la Chine en 2008 et elle a atteint 40 milliards de dollars en 2020, soit une multiplication par 10 en une décennie. Cela signifie que tous les pays asiatiques voient les énormes bénéfices d'un accord de libre-échange avec la Chine, mais ils n'ont rien de similaire avec les États-Unis, car l'approche américaine est de ponctionner ses alliés pour en faire des laquais qui deviendront ensuite des esclaves. Pour vous donner une idée du poids commercial de la Chine avec les États-Unis, on peut comparer le volume commercial de ces pays, donc les pays de l'ASEAN et les pays asiatiques en général, vers les États-Unis et la Chine. Donc par exemple, l'Inde a un volume commercial de 112 milliards de dollars avec les Américains et 125 milliards de dollars avec la Chine. L'Australie, 38 milliards de dollars avec les Américains, 159 milliards de dollars avec la Chine. Le Japon, 175 milliards de dollars de volume commercial avec les États-Unis et 284 milliards de dollars avec la Chine. L'Indonésie, 36 milliards de dollars avec les États-Unis, 109 milliards de dollars avec la Chine. C'est-à-dire que quand vous comparez le volume commercial de tous les pays qui sont soi-disant dans l'IPEF, ils ont tous un excédent de volume commercial x3, x4, x5, parfois x10 avec la Chine par rapport aux États-Unis. Ce qui fait que leur intérêt direct, c'est la Chine, c'est pas les États-Unis, parce que les États-Unis ne sont pas capables de rivaliser avec la puissance industrielle de la Chine, c'est une évidence. Mais le pire dans cette histoire, c'est que le volume commercial entre les États-Unis et la Chine est de 755 milliards de dollars en faveur de la Chine. C'est en faveur de la Chine, bien évidemment. Ce qui signifie que c'est un monde vraiment étrange, que le pays qui veut contrer la Chine est aussi le plus dépendant de cette dernière. Et ce n'est pas la première initiative moisie lancée par les États-Unis. Trump avait lancé le Blue Dot Network, qui était un machin truc pour certifier, entre guillemets, des infrastructures pour voir s'ils respectaient les normes américaines. En gros, vous aviez la bénédiction si c'était écrit Made in USA dans l'infrastructure, et vous étiez un suppôt de Satan si c'était écrit Made in China. Évidemment, la baudruche a dégonflé très vite. Ensuite, ça c'est pour Trump. Ça a été un désastre, hein, on n'entend plus parler de ce machin truc. Ensuite, on a eu le Build Back Better World, lancé par Biden, pour combler le manque d'infrastructures dans les pays pauvres et émergents. Dans une annonce fracassante, Biden premier le sénile et ses sbires annonçaient un investissement global de 10 000 milliards de dollars. Et à cette époque, donc c'était l'année dernière, en 2021, et c'est là qu'on a eu cette réponse délicieuse des Chinois à l'époque. Nous nous demandons comment l'administration Biden va trouver 10 000 milliards de dollars alors qu'il n'est même pas foutu de trouver 1500 milliards de dollars pour le budget de son propre pays. Bien envoyé. Le RCEP, les Chinois ont passé 10 ans à le négocier. Ils ont dépensé des milliards de dollars en investissements sonnants et trébuchants.
pour prouver que cela vaut le coup de travailler avec le dragon. Les nouvelles gouttes de la soie investissent 50 milliards de dollars par an depuis 10 ans. Et cela donne des résultats concrets dans de nombreux pays. Parce que le cœur de l'affaire, est que l'Amérique avec son IPEF, son Blue Network, son Build Back Better, ou une autre merde qu'il invente tous les 6 mois parce que les chargés de communication s'emmerdent, ils veulent contrer les nouvelles gouttes de la soie. Mais la Chine possède le cash de 1000 milliards de dollars pour construire ces gouttes, et non 1000 milliards de promesses avec une néocolonisation typique de l'Amérique à la clé. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt.